Élu dans Bellechasse, Claude Lachance devient député du Parti québécois pour la première fois en 81. Avant et après la politique, Claude Lachance a fait sa marque dans l'enseignement et dans le milieu municipal. On lui doit aussi la plus grande collection de photographies de la vie politique du Québec. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Lachance. Bonjour. En janvier 2001, M. Bouchard a démissionné à la surprise générale. Est-ce que ça vous a donné un choc? Oui, j'avoue, là, honnêtement, d'abord, M. Bouchard avait beaucoup contribué à ma réélection en 1998. Dans l'espace de 2 mois, il était venu 3 fois dans Bellechasse. Il savait que c'était une circonscription, compte tenu des coupures qu'il y avait eues, là, qui était en danger. Et à cause de sa popularité, je pense qu'il en était très conscient, les sondages et tout. M. Bouchard avait une bonne notoriété au niveau de la population. En janvier, je reçois un coup de téléphone du cabinet du whip, caucus spécial en plein mois de janvier, alors que tout le monde, il y en a qui étaient partis dans le sud et ainsi de suite. Oh! Là, tout de suite, là, j'ai dit, c'est grave, un caucus spécial, là, tu ne convoques pas ça. C'est la première fois que j'étais convoqué comme ça au mois de janvier. Tout de suite, j'ai pensé, oups, M. Bouchard. 1 plus 1. M. Bouchard, là, ça ne fonctionne pas, là. Malheureusement, ma pensée s'est concrétisée quand il nous a annoncé au caucus qu'il avait pris la décision de quitter. Mais M. Bouchard, c'est quelqu'un que j'ai eu l'occasion de côtoyer aussi. Parfois, il ressentait le besoin de rencontrer ses députés, de rencontrer d'autres que ceux qu'il rencontrait régulièrement au Conseil des ministres. Alors, le départ de M. Bouchard nous a assommés, là. Je vous ai dit, on avait l'occasion de jaser avec assez souvent. Lors d'un dîner, on parlait de toutes sortes de choses. Et c'est une encyclopédie, hein, Lucien Bouchard. Et c'était vraiment le type de chef représentatif de ce que souhaitent, de ce qu'aiment les gens de mon coin, parce qu'il est rassurant. Quand il est parti, sa succession s'est enclenchée et rapidement, les appuis se sont manifestés et vous avez appuyé M. Landry. Est-ce qu'il y avait une raison? Bien, écoutez, ça s'est fait tellement vite. À partir du moment où M. Bouchard a annoncé sa décision, la priorité du caucus était de s'assurer qu'il fasse l'intérim jusqu'à l'élection de son successeur. Et à ce moment-là, l'équipe qui était... Parce que vous savez, il y a des gens dans des caucus de députés qui se forment des groupes et souvent, ça va être autour d'une personnalité qui a des ambitions politiques plus grandes. Moi, je n'ai jamais été dans ces groupes-là. Bernard Landry avait son groupe et ils étaient prêts. Même s'ils ne s'attendaient pas, lui non plus, au départ de M. Bouchard, ils étaient prêts. Alors, ça a été, pour utiliser une expression allemande, le Blitzkrieg. Est-ce que vous l'avez appuyé directement? Mais moi, ça a été plus lent. Il m'a appelé personnellement parce qu'il a fait le tour de ses députés. Et moi, j'aurais souhaité à l'époque qu'on puisse avoir une vraie course à la chefferie. Et finalement, l'autre qui aurait pu être disponible, c'est Pauline Marois. Et Pauline n'était vraiment pas prête à affronter dans une course au leadership Bernard Landry, qui, lui, était prêt. Alors, oui, je l'ai appuyé, bien sûr, puis je ne le regrette pas, mais ça n'a pas été spontané. Je ne faisais pas partie de la gang qui était autour de lui à une certaine époque. Quand il a été choisi chef et premier ministre, assermenté premier ministre, est-ce qu'il vous a proposé de nouvelles responsabilités? Lorsqu'il a fait un remaniement ministériel,
je pense que c'était en 2001. Je ne me souviens plus trop, là. En tout cas, j'ai reçu un appel du cabinet du premier ministre me demandant de me rendre à Verchères. À sa résidence. À sa résidence. Et là, on peut imaginer toutes sortes de scénarios. J'étais quand même surpris d'avoir cet appel-là, compte tenu de ce que j'ai raconté concernant ma délinquance et puis de la présence de Mme Goupil. Mais bon, j'appréhendais, j'avais eu quelques rumeurs que je serais sollicité pour être le président du caucus des députés ministériels. Alors, en arrivant à Verchères, j'ai attendu un petit peu. Finalement, je suis entré et c'est effectivement ce qu'il m'a proposé. Et là, le contexte était assez particulier parce que quand je suis arrivé dans sa résidence, dans son salon, c'était la conférence de presse en direct à la télévision de Jacques Brassard et de Guy Chevrette, qui annonçaient qu'il quittait. Alors, j'ai pu voir les premières réactions de Bernard Landry en direct sur ce qu'il voyait à la télévision. Il était déçu, bien sûr. Et comme président du caucus, Comme président du caucus, j'ai dit, ça ne m'intéresse pas. Alors, je pense qu'il n'était pas habitué de se faire dire des choses comme ça. Alors, la conversation a été correcte, mais là, il m'a dit qu'il y avait un autre nom en réserve, et c'était un autre collègue député de la Prairie, qui est devenu président du caucus. L'autre raison que j'ai toujours trouvé, en tout cas, j'ai toujours trouvé ça bizarre, moi, que ce soit le chef qui décide qui est le président du caucus. J'ai toujours pensé qu'en démocratie, le président du caucus, là, à moins que ce soit un indésirable, mais s'il est indésirable, ses collègues ne voudraient pas le voir, ça devrait être l'élection d'un collègue du caucus par ses pairs. Mais ça n'a pas l'air que ça se passe comme ça dans la vraie vie. Alors, j'ai refusé et finalement, il n'a pas été question non plus de proposer autre chose. Ça a fini là. Vous aviez quand même la présidence de la Commission des institutions à ce moment-là? Oui. Et vous avez, comme d'autres, revu le mode de scrutin. Qu'est-ce que vous vouliez changer et est-ce que ça a eu une suite? Bon, ça, là, on a étudié le mode de scrutin à la Commission des institutions. Commission très intéressante, non partisane, hein? Mais ce n'est pas le principal élément que je retiens de mon expérience d'une année à peu près à la Commission des institutions. Pour parler du mode de scrutin, c'était un mandat d'initiative de la Commission, où j'ai eu l'occasion de travailler avec des députés de l'opposition. Et j'ai trouvé cette expérience-là intéressante de travailler avec des députés de l'opposition. Mais finalement, je vais vous dire que moi-même, après avoir entendu des experts qui sont venus nous rencontrer pour nous donner les avantages et les inconvénients d'un mode de scrutin proportionnel, je n'ai jamais été très entiché pour le mode de scrutin proportionnel. Pourquoi? Pour toutes sortes de raisons. Parce que le système actuel est peut-être injuste, mais il est facile à comprendre de la part des citoyens. Dans un mode de scrutin proportionnel, tu te ramasses avec deux catégories de députés. Les députés qui sont élus parce qu'ils sont bien placés dans la liste du parti et d'autres qui sont ballottés. Alors moi, non, j'ai jamais trouvé que ce système-là, je préfère, malgré ses difficultés ou ses contraintes, malgré ses lacunes, le système de représentation que nous avons, le système parlementaire de type britannique, pour ça. Il y a juste une chose que j'aimerais qu'il soit modifié, c'est qu'au lieu d'avoir le mode de scrutin proportionnel, nous ayons un scrutin à 2 tours, de façon à ce que... Comme une présidentielle? De façon à ce que le député soit élu par une majorité des électeurs. Alors, si au premier tour, il n'a pas obtenu 50 plus 1, bien, au deuxième tour, à ce moment-là, bien, il y a élimination et les gens sont obligés de se repositionner pour choisir quelqu'un avec une majorité absolue. Mais ce n'est pas demain la veille qu'on parle de choses comme ça. Et puis la réforme du mode de scrutin semble être quelque chose qui n'est pas dans les cartons beaucoup au moment où on se parle. Au début des années 2000, on a vu dans les sondages une remontée de la popularité de l'Action démocratique de Mario Dumont. Est-il exact qu'il vous a courtisé pour joindre son parti? En réalité, je dirais oui, mais c'est plutôt anecdotique. C'est que
à un moment donné, je faisais partie d'un groupe de parlementaires québécois qui avait accueilli des parlementaires français. Et après avoir travaillé sérieusement ici à l'Assemblée nationale, en séance de travail, nous étions dirigés vers le Bas-Saint-Laurent. Et au cours de ce voyage-là, nous étions arrêtés à Rivière-du-Loup, dont Mario Dumont était le député. Et au cours du repas, j'étais assis à proximité de Mario Dumont et il m'avait dit, parce que les élections encore s'en venaient là, pour celles des élections qu'on a eues en 2003, que je devrais m'en aller à l'ADQ, quitter le Parti québécois, m'en aller à l'ADQ. Alors, je l'ai regardé avec un beau grand sourire et puis ça n'a pas été plus loin que ça. Ça a été... j'ai senti là, que la perche pouvait être tendue, mais que pas davantage d'insistance. Dans votre carrière de député, vous avez fait beaucoup de démarches pour augmenter le nombre de médecins, en particulier dans la région Chaudière-Appalaches. Quels moyens vous avez pris et quelle réussite vous avez eue? Ça, je dirais très honnêtement que ça a été un échec total. C'est un sujet d'actualité encore aujourd'hui de réussir à accueillir chez nous un grand nombre de médecins. Parce que vous savez, contrairement aux médecins qu'on a connus lorsque nous étions plus jeunes, les médecins aujourd'hui ne veulent plus travailler en solo. Ils travaillent en équipe et les cliniques médicales, maintenant, avec la féminisation en particulier de la profession, veulent travailler avec des équipes de 3, 4, 5, 6 médecins ensemble. Et puis, il y a aussi le fait que le nombre d'heures que pratiquaient nos anciens médecins, les médecins traditionnels, les jeunes ne veulent plus vivre ça parce que c'était, 70, 80 heures parfois dans des conditions difficiles. Alors, les médecins ont un beau jeu parce que finalement, il y a un nombre limité de médecins. Je me sentais démuni avec d'autres collègues députés pour trouver des moyens efficaces d'attirer des médecins. C'est l'attraction et la rétention. Peut-être essayer d'aller chercher des médecins qui sont originaires de notre coin et puis de les convaincre de revenir chez nous. C'est peut-être ça là, qui est la formule la plus intéressante. Mais il faut avoir des moyens parce que souvent, le conjoint est important là-dedans dans la décision. En 2003, vous avez sollicité un 4e mandat. Est-ce que vos enjeux, vos projets, vos engagements étaient différents des élections précédentes? En 2003, je dirais non. Là, vraiment, j'étais en pleine possession de mes moyens. J'avais l'expérience. Je connaissais tous les intervenants. Et ce qui a changé en 2003, c'est qu'on n'avait plus le même chef. Il y avait aussi le fait que le Parti québécois est au pouvoir depuis 1994, malgré une organisation politique très bien montée, très bien structurée, très efficace. Il y a quelque chose qui s'est passé en 2003 que nous n'avions pas vu venir. C'est la montée de l'ADQ là, qui, de façon, je dirais, sous-marine, a fait en sorte que ça a été notre défaite. Et depuis 2003, il n'y a aucun député du Parti québécois élu en Chaudière-Appalaches. Après avoir fait un calcul précis, j'ai réalisé que le nombre de votes que nous avions obtenus en 1998 par rapport à celui de 2003, les votes que nous avons perdus de 1998 à 2003 se sont transférés à quelques unités près à l'ADQ. Et ce que je peux constater, c'est que nous avons perdu cette coalition qui existait surtout depuis 1981, où les cols bleus et les agriculteurs nous étaient favorables dans une proportion importante. Ces gens-là, dans une très large majorité, sont passés du côté de l'ADQ, si on veut, par rapport au Parti libéral. En 2003, est-ce que ça a été difficile d'accepter votre défaite? Oui, c'était plus difficile parce que j'avais l'impression qu'avec l'organisation dont je disposais,
le résultat serait au bout de la course. Il faut se rappeler aussi, en 2003, au moment du lancement de la campagne électorale, que les sondages étaient bons. Et ça ne prend pas grand-chose, parfois, dans un débat télévisé, sortir un lapin du chapeau peut faire la différence, puis ça peut dérailler, puis ensuite, bon, c'est multiplié par les médias d'information. Je ne veux pas dire que ce sont les médias qui ont fait le travail, là. Il y avait aussi peut-être l'usure du pouvoir, même si on avait un nouveau chef. Et dans votre circonscription, est-ce que vous avez ressenti une forme d'ingratitude de vos électeurs? Je ne dirais pas ingratitude parce que j'ai eu l'occasion au cours de mon existence, avec mes études en histoire, de voir que quand on se présente en politique, il y a toutes sortes de facteurs qui entrent en ligne de compte. Ingratitude est un terme un peu trop fort, à mon avis, mais les gens avaient le goût d'aller voir ailleurs. Et vous savez, les campagnes électorales aujourd'hui sont des campagnes télévisées. Et souvent, en tout cas moi, je me suis senti comme un bouchon de liège sur une mer plus ou moins agitée. Et on ne compte pas beaucoup dans la décision qui est prise par un grand nombre d'électeurs. Cependant, après la défaite surprenante, je n'ai pas senti d'aigreur, mais j'ai continué de me promener parmi mon monde la tête haute et d'être à l'aise quand même de rencontrer des gens. À la suite de votre défaite en 2003, est-ce que pour vous, là, la politique active, c'était fini? La politique, au sens où on l'entend, soit sur la scène québécoise ou fédérale, oui. Pour moi, c'était assez rapidement réglé. Il y a un âge pour ça aussi. Et puis, je peux dire que mon épouse, là, qui avait beaucoup donné à cause de mon absence, m'a fait comprendre aussi là, que, bon, il y a eu une période intensive au niveau de représentants à l'Assemblée nationale. Maintenant, on passe à autre chose et on pense peut-être plus à nos petits-enfants. Alors, c'est terminé. C'est une autre période qui commence. Mais vous êtes revenu maire de Saint-Nazaire. Est-ce que votre expérience de député, tous les contacts que vous avez développés au cours de votre carrière politique à Québec vous aident à faire débloquer ou faire avancer plus rapidement vos dossiers dans votre municipalité? C'est certainement pas négatif, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Est-ce que ça m'a aidé? C'est pas si évident. Ça nous permet de voir, de lire entre les lignes, comme on dit. Mais est-ce que ça peut faire pencher la balance? C'est pas évident. Après votre défaite en 2003, là, est-ce que vous avez continué à militer au sein du Parti québécois et vous avez appuyé M. Boisclair au Congrès à la direction du PQ en 2005? Et quelle participation vous avez fait? Alors, je le voyais, André Boisclair, comme étant le chef d'un parti pour une nouvelle génération de leaders. Un gars brillant, un gars qui comprenait vite. Alors, la déception, ça a été en 2007, lors de l'élection, où on a vu que le Parti québécois se ramassait comme deuxième parti d'opposition. Et puis, en même temps, la montée de l'Action démocratique. Alors, les problèmes qui sont survenus pour toutes sortes de raisons ont fait en sorte qu'il a dû partir, puis j'ai été aussi, autant j'étais d'accord pour qu'il vienne comme chef du parti, autant j'étais d'accord pour qu'il quitte, parce qu'il y avait une obligation de résultat, ce résultat qui n'était pas au bout de la course. La ligne de parti, la discipline de parti, est-ce que c'est contraignant pour un député? Est-ce que ça empêche des amitiés, même avec des députés d'opposition? Je dirais que la ligne de parti, moi, je n'ai pas eu trop de problèmes avec ça parce que, encore une fois, très souvent, quand on avait eu le temps de participer aux discussions du caucus, j'étais assez actif au caucus. Et au caucus, moi, je m'organisais pour pas que ça ait l'air d'un discours. Alors, quand il y avait un sujet, étant donné le nombre de députés qu'on est, je m'organisais pour ramasser mes idées en quelques phrases et puis, comme on dit, ne pas parler pour rien dire. Alors, je ramassais ça et puis
une fois que j'avais terminé mon allocution, en tout cas mon intervention plutôt, les gens ne se posaient pas de questions pour savoir qu'est-ce que j'avais voulu dire. Quand la discussion a lieu et qu'il y a un cheminement, puis qu'on nous explique pourquoi on s'en va dans telle direction, ordinairement, là, ça va bien. En tout cas, moi, en 13 ans, là, c'est pas arrivé souvent que j'ai des problèmes avec ça. Vous avez travaillé comme député sous plusieurs chefs au sein du PQ, de René Lévesque à Bernard Landry, ça en fait quand même plusieurs. Est-ce qu'il y en a qui vous ont marqué plus que d'autres? Bien, écoutez, il y a certainement la notoriété. René Lévesque, écoutez, c'est un monument, c'est un personnage extraordinaire. Ce qu'il a fait encore aujourd'hui, là, je réalise jusqu'à quel point ce bonhomme-là, qui est mort pauvre, en fait, c'est pas la politique qui l'enrichit dans des conditions difficiles. Ce qu'il a fait en particulier lorsqu'il était ministre de Jean Lesage avec l'étatisation des compagnies privées d'électricité. Si on n'avait pas ça aujourd'hui, Québec a des problèmes financiers, ça serait encore bien pire. Puis ça ne sera pas faisable aujourd'hui. On ne pourra pas faire ça, là, ce qu'il a fait en 1962-63. Comme premier ministre, d'abord, René Lévesque, c'était un homme intègre, malgré qu'il était capable d'être brouillon aussi. Là. Moi, je l'ai vu quelquefois, là, tu sais, garrocher son imperméable, là, c'était assez spécial. Ça arrêtait moi à filmer. Là. Mais même à travers ce défaut, c'est des qualités qui ressortent. Quel grand homme! Et je suis privilégié, moi, d'avoir côtoyé un bonhomme comme celui-là. Bon, celui qui lui a succédé, Pierre-Marc, c'est autre chose. Hein? Il n'a pas eu le temps vraiment de faire sa marque. Il a été premier ministre pendant 2 mois. Peut-être ça aurait été intéressant, mais bon, comme premier ministre, là, comme ministre, c'était intéressant, les contacts aussi. Il est venu dans Bellechasse à quelques reprises, puis encore une fois, là, ses antécédents politiques à cause de son père l'aidaient beaucoup. M. Parizeau, c'est plus distant, là. C'est quelqu'un d'autre. On peut l'admirer comme ministre des Finances. Je vous disais, quand j'ai eu l'occasion d'être président de la commission du budget, c'est le professeur là, qui a des grandes compétences en économie et puis qui est original dans sa façon de fonctionner. Mais cette distance faisait en sorte qu'avec les électeurs de Bellechasse, par exemple, les gens ne se retrouvaient pas facilement dans Jacques Parizeau. On le respecte, mais il y a une certaine distance. Après Jacques Parizeau, Lucien Bouchard. Lucien Bouchard, c'est celui que j'ai aimé le plus. Je l'ai beaucoup aimé parce que il était facile d'accès. Moi, en tout cas, je me sentais à l'aise avec lui. Si je mets de côté sa tiédeur à continuer de défendre la souveraineté du Québec, pour le reste, quoi qu'on en dise, c'est un grand bonhomme, Lucien Bouchard. Bernard Landry, un gars brillant, multilingue, c'est différent. Un gars intelligent, mais bon, n'a pas eu la possibilité non plus, et ça fait quelque chose, je pense, pour un chef de parti. Il n'a pas eu la possibilité d'être élu premier ministre. Alors, je garde un bon souvenir de Bernard Landry aussi, que j'ai côtoyé. J'étais très à l'aise, le tutoyais, comme j'ai tutoyé Pierre-Marc Johnson. Et les autres, on ne tutoie pas M. Parizeau, puis on ne tutoie pas M. Lévesque. M. Bouchard non plus. Il y avait une certaine, peut-être une certaine distance. Vous avez siégé pendant 13 ans. Qu'est-ce que ça prend pour être un bon député? Moi, je pense qu'il faut être à l'écoute des gens. On ne s'en va pas là. OK, il y a un défi personnel. Dans mon cas, j'ai rêvé tout jeune, à 10 ans, d'être député, mais sans trop savoir ce que c'était. C'était à travers les journaux, à travers l'Almanach du peuple, avec la photo des députés. Mais ce que ça prend, particulièrement dans un comté rural, c'est d'être disponible, très disponible, et d'être curieux aussi, de poser beaucoup de questions pour vraiment là, être capable d'essayer de répondre aux attentes des gens. Quand les gens viennent te voir dans le bureau de comté, là, c'est une démarche, et puis ces gens-là souhaitent que tu sois capable de non seulement de les écouter, parce que j'ai remarqué que c'est une thérapie aussi. Des fois, il arrivait à des dossiers qui étaient tellement gros
Il n'y avait rien à faire. Je vais raconter une chose assez terrible. À un moment donné, je faisais du bureau de comté la même journée. Il y a une personne qui est venue me voir parce qu'il était en train de faire faillite, parce qu'il était producteur de porc, puis il était sur le point de déclarer faillite. C'était un drame familial. Qu'est-ce que c'est que tu peux faire dans ce temps-là, sauf l'écouter? Puis dans la même journée, une femme qui vient me voir, et son mari, son ex, est en prison pour inceste. Alors, je peux vous dire que ça remue les tripes. Encore là, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Elle aimait encore son mari, qui avait mis enceinte sa fille. C'est des choses réelles. C'est très concret, ces affaires-là. Là. Alors ça, là, dans ce temps-là, il faut quasiment avoir des attitudes de confessionnal. Quelles sont les réalisations qui vous ont donné les plus grandes satisfactions pour votre comté, pour votre région? Bien, quand je regarde ça, bien sûr, il y a différents dossiers qui passent, puis une fois que c'est réglé, il y a dossier d'aqueduc, d'égout, des choses très terre-à-terre, dossier de route. Alors, des choses comme ça, là, très concrètes. Une chose dont je suis assez fier, c'est ce qui est en train de devenir le parc régional du Massif du Sud. Le parc régional du Massif du Sud, ça, c'est sur 4 municipalités. Buckland, Saint-Philémon dans la MRC de Bellechasse, là où il y a des éoliennes actuellement. Il y a 75 éoliennes qui ont été implantées au cours de la dernière année. Et Saint-Magloire et Saint-Luc du côté de la MRC et les aides-chemins. Alors, j'ai été le premier député qui a obtenu des sommes d'argent de 2 ministères pour acquérir des lots privés pour agrandir la superficie des lots publics qui existaient déjà dans le parc. Et j'ai réussi aussi en 1998 à parrainer un projet de loi privé pour la gestion du parc régional du Massif du Sud, avec les 2 MRC. Et pendant longtemps, on se demandait comment faire pour trouver de l'argent pour développer le parc. Puis savez-vous qu'est-ce qui va le développer maintenant? C'est les redevances qui sont versées par les éoliennes. Même si on peut grimacer un peu avec l'impact de ces mastodontes de 400 pieds de haut. Mais ça vaut à peine de voir ça. Là. Chez nous, là, maintenant, on a des éoliennes et ça rapporte aux municipalités concernées. Petite municipalité comme Saint-Luc. Saint-Luc a quoi? 500 habitants. Ça leur apporte tout près de 150 000 $ par année dans leur budget, les redevances. Puis ça en rapporte aussi à la MRC pour le parc régional. Alors ça, je suis assez fier de ça. Il y a une loi aussi, là, c'est de portée nationale, la grandeur du Québec. Cette loi-là, c'est un peu bizarre comment ça s'est produit. Ce sont les gens de Desjardins qui étaient venus me voir pour parrainer un projet de loi privé pour constituer un fonds qui s'appelle aujourd'hui le fonds CRCD. Alors, c'est un fonds régional coopératif Desjardins. Et quand on m'a demandé ça, c'est parce que un projet de loi privé, habituellement, c'est parrainé par un député et non pas par un ministre. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé en cours de route. Le projet de loi privé est devenu un projet de loi public. J'ai continué à le parrainer. Il a été adopté en décembre 2000, puis le fonds est devenu officiel à partir de 2001. Et savez-vous comment ce fonds-là, aujourd'hui, a une capitalisation de 1,5 milliard $. Il y a 100 000 actionnaires dans le fond. Alors ça, je suis assez fier d'avoir associé mon nom à cette réalisation-là. Merci, M. Lachance. Plaisir.